Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Enlèvement d'otages dans le nord du Cameroun. Au-delà des questions sur leur sort, la gestion de l'événement par les autorités camerounaises est décriée par certains. Propagation du virus Ebola. Après la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, c'est au tour du Nigeria d'être touché. Le premier cas nigérian a été confirmé par le gouvernement. Et puis au Sénégal, les populations musulmanes ont célébré la fête de l'Aïd ce mardi, un événement qui marque la fin du mois de Ramadan. Attaque dans la ville de Kolofota, au nord du Cameroun. Contrairement à certaines annonces, les otages, dont l'épouse du vice-premier ministre, Amadou Ali, seraient toujours retenus en captivité. Selon un bilan dressé dimanche soir par les autorités camerounaises, 16 personnes auraient perdu la vie dans cet acte qui n'a pas été revendiqué. Xavier Messé, directeur de publication du quotidien Mutation, revient sur les derniers événements. Écoutons-le. Officiellement, le contact n'est pas encore établi entre les éventuels négociateurs et les membres de la secte Boko Haram. Mais ce qui est évident, c'est que les services de renseignement nigérians et camerounais, qui ont des contacts très souvent en pareil cas, ont certainement établi déjà ce contact. Selon les informations à notre disposition, on n'a aucune trace des personnes enlevées depuis dimanche matin. On n'a aucune trace. Est-ce que ces personnes sont en territoire camerounais, ce qui est très très peu probable? Ces personnes seraient certainement en territoire nigérian, parce que lorsque les assaillants, au moment où ces assaillants quittent la localité de Kolofota, ils ont miné le pont qui sépare le territoire camerounais du territoire nigérian, de manière à ce qu'ils sautent et qu'ils se mettent à l'abri des poursuites éventuelles de l'armée camerounaise. Un avion militaire s'est écrasé ce mardi à Benghazi en Libye. Le pilote a sauté avec son parachute. Il est sain et sauf. Des combats ont lieu depuis samedi dernier dans cette localité de l'Est libyen, date à laquelle des groupes islamistes radicaux lançaient une offensive contre une base militaire de l'unité des forces spéciales de l'armée. Une pénurie d'essence menace toujours la Libye. L'approvisionnement est aujourd'hui un véritable calvaire. La fermeture de la plupart des stations provoque une perturbation dans le transport. Principale conséquence, différentes institutions sont forcées à l'arrêt. Amira Benjabala Jean-Pierre. La Libye fait face depuis plusieurs jours à une pénurie de carburant, les stations-service étant fermées à cause de l'insécurité qui règne dans le pays. Depuis le 13 juillet, les affrontements entre milices autour de l'aéroport de Tripoli se poursuivent en effet. Ce lundi marquait pourtant la fin du mois de Ramadan, célébré par les musulmans du monde entier. Une journée censée être festive, mais qui a été difficile pour les Libyens. Nous sommes en période de vacances, les gens veulent profiter, mais ils ne peuvent pas. Ils veulent sortir et faire du shopping pour la fête, mais regardez, ils n'ont pas une goutte d'essence. Même si l'essence reste disponible à cause de la fermeture des stations, on retrouve un peu partout de longues files d'attente devant les pompes à essence. Des centaines de voitures ont été laissées à l'abandon faute de carburant. Les automobilistes de la capitale libyenne, Tripoli, s'impatientent pour pouvoir se ravitailler en carburant dans des conditions parfois difficiles. L'essence est disponible, mais quand les gens remplissent leur voiture, ils remplissent pour 4, 5, 6 ou 7 jours. C'est inacceptable. La production de la Libye, quatrième producteur africain de pétrole, était de 1,6 million de barils par jour, avant la révolution qui a renversé en 2011 le régime de Mouammar Kadhafi, avant de chuter à moins de 200 000 barils par jour actuellement. Les Libyens espèrent par ailleurs que le nouveau Parlement, issu des élections du 25 juin, parviendra à imposer un arrêt des combats. La nouvelle Chambre des représentants doit entrer en fonction le 4 août. Au Nigeria, un homme âgé de 40 ans présentant des symptômes du virus Ebola est décédé à Lagos vendredi dernier. C'est le premier cas de fièvre hémorragique enregistré dans le pays. Le gouvernement a donc mis en place un dispositif d'urgence. Florencia Samporé. Après la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le premier cas de décès causé par le virus Ebola a été enregistré le 25 juillet dernier à Lagos, au Nigeria. Mais pour les autorités, il n'y a aucune raison de s'alarmer pour l'instant. Il s'agit d'une confirmation que nous avons été en contact avec le virus. Nous avons maintenant des informations sur ces manifestations dans le pays. Mais à l'heure où je vous parle, nos équipes forment les personnels médicaux et interrogent ceux qui ont été en contact avec le malade pour éviter de propager le virus.
Depuis vendredi, le Nigeria tente de retracer des milliers de personnes qui ont été en contact direct ou indirect avec le porteur du virus libérien. Le gouvernement a placé tous ses ports et aéroports en alerte et débuté une campagne médiatique pour sensibiliser la population nigérienne. Nous recherchons actuellement plus de 30 000 personnes parce que tous ceux qui ont été en contact avec le patient libérien devraient être traités comme des cas suspects. Mais malgré les mesures prises, les habitants restent nerveux. À Lagos, la ville la plus peuplée de l'Afrique, les populations réclament de meilleures infrastructures et des services de santé pour faire face à l'épidémie. Dans cette zone, la réticence des villages est liée au fait que les gens ont été surpris par la maladie et ont très peur de Ebola. L'épidémie en cours depuis le début de l'année a déjà fait plus de 670 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Faciliter l'accès aux soins, telle est l'ambition des États africains. En Mauritanie, par exemple, un centre consacré au traitement des patients atteints du cancer a été mis en place en 2009. Il dispense des soins spécialisés grâce à un matériel de pointe et à la formation d'un personnel qualifié. Un reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant en Mauritanie. Le cancer n'est plus désormais une fatalité en Mauritanie. Avec ou sans moyens financiers, les malades de tout type de cancer arrivent à se faire soigner gratuitement. Mis en place depuis début 2009, le Centre national d'oncologie est le seul hôpital du pays à soigner tous les types de cancers, et ceci gratuitement pour tous les citoyens mauritaniens, même ceux qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie. Je voudrais rappeler qu'avant la création du Centre national d'oncologie, la Mauritanie a évacué ses patients à l'étranger, notamment dans les pays du Maghreb. Et ce sont des évacuations qui coûtaient environ 6 millions de dollars par an. Et depuis la fin de 2008, il a été mis en place un centre national d'oncologie. Et aujourd'hui, nous soignons 1 millier de patients par an atteints de cancer. Et la plupart de ces patients sont des malades indigents qui bénéficient de la gratuité totale depuis la consultation jusqu'à la prise en charge. Le petit Diagana suit des soins au Centre national d'oncologie depuis plusieurs mois. Son évacuation au Maroc n'a pas suffi pour sa guérison. Aujourd'hui, tout semble aller mieux. On est ici depuis 2012 et son état s'améliore. Benina, il a tout fait pour nous. Alhamdulillah, quand on était hospitalisé à l'hôpital national, on a fait une semaine là-bas. Après, on est venu ici, on nous a envoyé ici. Aujourd'hui, ça va. Il continue toujours le traitement, ça va, alhamdulillah. Dieu merci beaucoup. Supervisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Centre national d'oncologie se lance aujourd'hui vers une nouvelle expérience, celle de la médecine nucléaire. Le Centre national d'oncologie est équipé par un matériel qui lui permet de faire et le volet diagnostique et le volet thérapeutique pour le patient atteint de cancer. Quand on dit volet diagnostique, ça veut dire l'imagerie classique, elle est disponible. La biologie médicale, elle est disponible. L'anatomopathologie, il y a un service d'anatomopathologie qui permet donc de faire donc, le diagnostic et l'immunohistochimie. Et il y a un scanner si jamais le patient il en a besoin. Aujourd'hui, le Centre national d'oncologie dispose d'un personnel spécialisé mauritanien. Des médecins radiothérapeutes et des physiciens médicaux, mais aussi des techniciens capables d'assurer les soins. Les Sénégalais réunis à la Grande Mosquée de Dakar, ce mardi, le président Macky Sall y a prononcé un discours à l'occasion de la fête de l'Aïd. Il a souligné son engagement pour le développement du Sénégal. Un reportage d'El Hadj, notre correspondant sur place. Au Sénégal, une partie de la communauté musulmane a célébré ce mardi la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité, qui marque la fin du mois de Ramadan. Des milliers de musulmans ont convergé vers les mosquées. C'est la grande mosquée de Dakar qui a accueilli le chef de l'État Macky Sall. Après avoir sacrifié au rituel de la prière de l'Aïd el-Fitr, le chef de l'État Macky Sall a réitéré sa volonté de développer le Sénégal. Je continuerai avec la même détermination, le même engagement, l'œuvre de construction nationale, conformément à l'espoir des Sénégalais placés à moi, pour conduire les affaires de la cité. Je souhaite que la communauté nationale puisse se concentrer autour de l'essentiel, c'est-à-dire bâtir notre pays, bâtir le développement économique, social, harmonieux du Sénégal, dans la solidarité et l'entraide. Autre projet qui nécessite l'implication de la population est la couverture maladie universelle. Elle a été mise en œuvre depuis 2013. À terme, elle devrait toucher une grande partie de la population sénégalaise. Nous avons lancé le projet
Mais si les citoyens ne s'y impliquent pas, si les associations ne s'organisent pas, évidemment, la volonté de l'État restera sans effet. Cette solidarité intergénérationnelle à travers la couverture maladie universelle requiert que dans les associations, dans les pays, dans les grandes places, dans les quartiers, dans les champs, partout, quelles que soient les catégories professionnelles, ceux qui n'ont pas droit à une couverture maladie, à une assurance maladie ou à une IPM puissent s'organiser en mutuelle et l'État leur viendra en appui. Au Sénégal, les musulmans ont du mal depuis plusieurs années à s'entendre sur une seule date pour fêter la Korité à l'unisson. C'est ainsi que Macky Sall les invite à s'unir davantage pour les années à venir. Selon lui, l'État ne peut pas légiférer sur la question car le Sénégal est un État laïque. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.